Donc, je disais, je vais animer cette table ronde avec Paolo. Je remplace Julie Faubert qui est retenue au Canada et qui est avec nous mais en ligne. Et comme la procédure que nous avions choisie était d'avoir un animateur physique à Saint-Étienne et un animateur en ligne à Sao Paulo, du coup, Julie m'a envoyé ses notes parce qu'elle a lu toutes vos interventions avec beaucoup de minutie. Elle a pris tout un tas de notes. Et j'ai 3 pages de notes. Je pense qu'elle pourra elle-même intervenir. Ça serait peut-être plus juste plutôt que je parle à sa place. Donc nous avons un autre changement, c'est le 3e intervenant, Fabio Larocca, qui ne peut pas être présent, puisqu'il nous a envoyé un message hier pour des raisons personnelles. Il n'a pas pu venir à Saint-Étienne. Ce qui fait que nous allons entendre Julie quand même, qui va commencer. Tu fais ta présentation, Julie? Oui, oui. Donc, Julie va parler. Ensuite, nous entendrons Cynthia et Michael. Est-ce que Cynthia et Michael sont là? Je ne vois pas de Cynthia. Cynthia San Martin Fernandez. Elle n'est pas là. Et Michael Hirschman. Pardon. Donc, Michael Hirschman n'est pas là. Bon. Et ensuite, Barbara Lino. Barbara, je la vois. Marcello. Bonjour. Marcello. Marcello. Marcel, par Marcello. Marcello. Marcello, c'est en italien. Et Paul Santos. Voilà. Paul Santos est là aussi. Ah, c'est ça? D'accord. Paul Newman dos Santos. Bon, mais Julie, à toi la parole. Je vais procéder comme ça a été fait depuis le début, c'est-à-dire que les longues présentations qui ont été envisagées à un moment donné, lorsqu'on nous a donné des instructions, ont été sautées. Donc, on va aller très vite. Hein. Julie, tu enseignes à l'Université de Montréal, je crois, c'est cela, qui est au Québec. Pardon? Non, mais je peux le faire. Hein. On peut faire ça comme Non, on a vas-y. fait. Allez. Oui, bon, bonjour tous. Bon dia. Non, dia, non, hein, on commence à être... Oui, au Brésil, on est bon dia. Encore. Donc, boa tarde. Je suis artiste et professeure à l'Université Laval au Québec. Donc, j'enseigne à l'école d'art. Je vais être le trait d'union géographique entre le Brésil et la France pour le reste de l'après-midi. J'aurais aimé vous parler de plusieurs projets pour qu'on les compare entre eux, pour voir un peu ce qui était en jeu par rapport à la question de l'imaginaire, mais je pense que le temps ne nous le permet absolument pas, donc je vais me concentrer sur un projet qui est un projet que j'ai réalisé à la Bibliothèque nationale du Québec. C'est ça. Tout d'abord, peut-être préciser que je viens vraiment du monde des arts visuels. Donc, j'ai une approche du son qui est essentiellement spatiale, donc qui est quand même plus traditionnellement ancrée dans une réflexion sur l'espace quand on travaille le son depuis les arts visuels plutôt que par comparaison avec la musique, je dirais. Donc, j'ai un travail d'installation et d'intervention sonore depuis le début des années 2000. Mais depuis 2013, je crée ce que j'appelle des situations sonores, qui sont des situations d'écoute créées spécifiquement pour un lieu. Et l'expérimentation, l'enregistrement et la diffusion ont lieu exactement au même endroit. Ce qui fait vraiment la spécificité de ce travail. Aussi, peut-être indiquer, je vais faire un partage d'écran bientôt, mais peut-être indiquer que je travaille avec des micros qu'on appelle des micros binauraux, qui sont des micros que l'on installe directement dans les oreilles
et qui reproduisent de manière assez impressionnante, surtout quand on n'est pas habitué. Moi, je commence à l'être, mais quand on n'est pas habitué, de manière assez impressionnante, la spatialité humaine telle qu'elle est perçue. Donc, c'est vraiment des micros qui ont la particularité, si on commence à savoir comment enregistrer et quoi enregistrer, de nous faire croire que ce qu'on écoute, en fait, n'est pas un enregistrement, mais c'est ce qui se passe réellement dans l'espace où on se trouve. Donc, je travaille avec cette caractéristique que j'ai vraiment raffinée au cours des années. Et bon, c'est important de le dire. Donc, par ce travail qui insiste sur la dimension d'ancrage au lieu à travers un engagement physique très fort, étant donné le réalisme de la représentation spatiale, je travaille l'imaginaire, donc qui est en fait la structure, qui est l'appel fondamental de toutes mes œuvres, ou dans lesquelles une trame sonore documentaire qui résulte d'une étude très approfondie des lieux, donc plusieurs mois d'enregistrement, une sélection d'événements sonores plus intéressants que d'autres, une écoute très approfondie, se mêlent à des événements fictifs. Et là, ces événements fictifs, ce sont des événements sonores qu'on crée de toutes pièces dans le lieu même où l'écoute aura lieu. Donc, je fais venir un groupe de performeurs pour réaliser toutes sortes d'actions qui amplifient, exagèrent, qui sont de l'ordre du fantasme, de la transgression dans des lieux où ces choses-là ne pourraient pas arriver. Mais le son, par son invisibilité, me permet d'agir sur cette dimension imaginaire. Donc, je vais vous parler plus spécifiquement d'un projet. Julie, tu sais que tu as 8 minutes en tout. Oui, j'ai 4 minutes de passé, non? Oui, pas loin. Donc, ça va. Oui, oui, oui. Donc, je vais vous parler de ce projet qui s'appelle Pièces sonores. Le partage fonctionne? Oui? Oui, oui. Oui. Donc, Pièces sonores in situ à la Grande Bibliothèque, qui est la Bibliothèque nationale, comme je vous le disais. Donc, c'est un projet de 7 situations sonores. Donc, j'ai créé 7 situations sonores à travers les différents espaces de la Grande Bibliothèque. Donc, en étudiant le lieu, en l'écoutant pendant plusieurs mois, on a identifié des endroits qui, par leur différence avec les autres ou par un événement sonore récurrent, ou tout ça devenait plus intéressant comme situation d'écoute. Donc, à partir de ces lieux-là, on a procédé à des enregistrements. Donc, ici, vous voyez par exemple le dispositif, mais on va le voir un peu plus précisément. Mais ici, c'était dans l'espace jeunesse, par exemple. Et il y a eu aussi des situations déployées à travers les livres. Donc, il a fallu s'intégrer au mobilier de la Grande Bibliothèque de manière systématique et ensuite étudier les allées et venues, l'usage des gens sur place, enregistrer tout ça et ensuite intervenir de manière fictive, comme je vous le disais. Par exemple, l'image que vous voyez là, c'est une situation qui était dans la section essai français et qui était double. Donc, deux personnes se faisaient face d'un côté et de l'autre des rangées de livres. Et aussi, il y avait la programmation qui faisait qu'il se passait quelque chose de différent au niveau sonore. Si deux personnes écoutaient, aussi une personne écoutait. Donc, ça fonctionne avec un petit ordinateur qui est un Raspberry Pi et il y a une programmation en Pure Data qui fait alterner les fichiers, les montages sonores, donc certains montages qui sont beaucoup plus de l'ordre du documentaire, d'autres beaucoup plus de l'ordre de la fiction. Il y avait aussi des interventions aux tables de travail, comme vous voyez ici. On voit un peu mieux le dispositif. Donc, c'était vraiment une boîte de plexiglas avec l'ordinateur, les senseurs et qui déclenchait l'écoute. Et bon, évidemment, l'administration de la Bibliothèque nationale a insisté pour que quelque chose soit écrit pour ne pas trop déstabiliser les gens. J'ai essayé d'insister pour que ce soit encore plus discret, mais bon, j'ai pas réussi à les convaincre. Donc, ces installations-là ont été présentes dans la bibliothèque pendant plus de 4 mois, je dirais. Donc, c'est quelque chose qui a eu lieu en 2016. Ici, vous avez la salle des archives. J'avais déployé, je vais y aller ici, donc une situation sonore double, encore une fois, où encore une fois, quelque chose se passait si on était deux à écouter ou s'il y avait une seule personne. Les enregistrements, par exemple, dans cette situation-là,
il y a des enregistrements où des gens écrivent à la table, il y a des chuchotements, évidemment, il y a des gens qui feuillettent des livres, mais il y a aussi des apparitions, comme une chanteuse classique qui commence à chanter juste à côté de nous, à la chaise, juste à côté de nous. Puis, étant donné la nature de l'enregistrement, ça donne un effet de réalisme incroyable, ce qui fait que on croit à la présence physique de la personne qui chante, on se tourne, on voit qu'elle n'est pas là, et tout est mis en doute constamment. Donc, c'est une espèce de pratique du doute qui remet en question même les sensations, les perceptions, qui pour moi est une pratique qui est une posture politique, je dirais. Je pense que j'ai une pensée formelle de la question politique où il faut que, avant tout, on mette en doute les choses, qu'on soit aux aguets, qu'on soit vigilant. Je pense que c'est la posture qui traverse ce travail. Et bon, je vous aurais fait écouter des segments, mais vous pourrez aller, je sais pas, sur le site, écouter vous-même. Et si vous écoutez, écoutez avec des écouteurs parce que l'effet fonctionne avec écouteurs. Donc, je vais m'arrêter ici. Merci Julie. Donc on va, comme précédemment, on va passer directement à l'intervention suivante. Alors est-ce que Cynthia et Michael sont présents dans la salle brésilienne? Je ne vois pas de... Bon, on va continuer. Alors, on va passer... peut-être qu'ils interviendront plus tard. Peut-être on va passer... Donc, Fabio n'est pas là. Barbara, je vous vois avec vos écouteurs. Voilà. Bonjour, j'écoute ici. Oui. Donc, Barbara, vous êtes... je vais retrouver votre bio parce que je n'avais pas pris mes notes tout à l'heure, enfin les notes de Julie tout à l'heure. Barbara, bon, présentez-vous, ça sera plus simple. Ça ira plus vite. Vocês conseguem ver o compartilhamento? Est-ce que vous arrivez à voir mon écran, mon partage d'écran? Vous voyez l'écran, c'est bon? Oui. Oui. Vou começar. Alors, je vais commencer ma présentation. Bonjour. Je m'appelle Barbara. Je suis à Recife actuellement, dans la ville brésilienne de Recife, et je vais vous présenter je vais vous faire ma présentation en portugais. Essa pesquisa, ela resulta de Cette recherche est le résultat d'un ensemble de recherches durant ma formation en sciences sociales. Au Brésil, c'est une formation qui inclut l'anthropologie, la sociologie et les sciences politiques. Et également dans ma formation en architecture et urbanisme, puisqu'au Brésil également, c'est une formation qui rassemble à la fois plusieurs disciplines. Attendez, excusez-moi. Alors, cette recherche vient d'une perception empirique des rapprochements, des relations qui existent entre l'approche cinématographique dans cette ville de Recife où j'habite et la production urbanistique. Ce sont des rapports historiques qui existent entre les deux et perçus de façon empirique. J'observe notamment la production nationale et je vois que dans cette ville de Recife, cette relation est extrêmement proche depuis toujours. Nous avons aussi comme objectif de recherche l'élaboration de rapprochements historiques entre la production cinématographique et les transformations urbanistiques de la ville, en prenant en considération la date, les formations le passage du 19e au 20e siècle avec un grand moment d'industrialisation. Alors, du point de vue méthodologique maintenant, je vais parler de la recherche bibliographique et des recherches documentaires. Donc, nous sommes basés particulièrement sur les théories de la perception, à savoir des théories qui viennent de l'anthropologie, des arts visuels et de la planification urbaine. Maintenant, comme cadre théorique pour la lecture et l'interprétation de ces données qui ont été identifiées, j'utilise la théorie du cheminement mental ou du chemin mental de Tim Ingold, qui est un biologiste mais aussi un anthropologue
qui se base sur la perception de l'environnement et de la marche mentale pour s'intéresser au mouvement. Le cinéma à Recife est né avec les formations urbaines qui venaient de l'industrialisation, de l'électrification, du développement du fer, du béton armé. Donc, c'était véritablement un outil de distraction publique, le cinéma à l'origine. Et dès son apparition, les gens ont commencé à produire des images. Ce cinéma a un caractère vraiment consistant à documenter. C'est vraiment l'idée de documenter l'espace, mais aussi, on a commencé à voir du cinéma de fiction aussi à un moment, consistant à penser l'image et penser des histoires narratives, des récits à partir de ces images et des possibilités techniques dont on disposait, exactement comme la ville d'ailleurs qui se transforme en fonction de la possibilité technique et qui est donc très liée à cette question de la possibilité de rompre certains standards à partir de nouvelles possibilités techniques. Le cycle du cinéma à Recife se divise en cycles de grande production et de moyenne production, en particulier liés aux questions politiques et au processus de dictature militaire, par exemple, qui ont impliqué de la censure et qui ont bloqué l'accès aux ressources pour le cinéma notamment. Donc, et le deuxième cycle dont j'ai parlé est très lié au ciné-club et à la production intense des acteurs sociaux qui produisent leurs propres films, des archives de famille, l'accès au Super 8 aussi, qui était quelque chose de bien moins cher, beaucoup moins cher que les grandes caméras de cinéma. Et après une pause, nous avons eu également le cycle de... Je suis désolé, je n'ai pas compris. Un film caractérisé donc sur pellicule toujours, mais caractérisé par une diffusion digitale, c'est-à-dire une relative démocratisation de l'accès à cet outil. Et donc la démocratisation également de la possibilité de parler à travers cet outil. Notamment dans cette ville, on remarque que le thème central est la ville. Très souvent, le cinéma de Recife traite de la ville, directement ou indirectement. Donc on remarque que cette ville, le cinéma parle beaucoup de la ville, donc, et beaucoup des disputes autour de la ville, de la transformation de la ville. C'est-à-dire que c'est une ville qui n'apparaît pas seulement dans le film, mais c'est une ville qui est parlée, qui est dite, une ville qui est dite dans les films. Donc, et en même temps dans le même temps, des mouvements sociaux de dispute pour la production de l'espace urbain se sont appropriés de cet outil, ainsi que l'historique, des images qui ont été construites au long du temps, les archives donc urbanistiques, mais aussi cinématographiques pour pouvoir revendiquer le droit à la ville. Là, vous voyez une tâche visuelle. C'est une tâche pour voir le volume de la production qui met en comparaison la production cinématographique et la production de la ville. En bas, la cinématographique, en haut, la production de la ville, de l'espace urbain. Donc, vous voyez qu'il y a une vraie coordination, en fait, une croissance qui fonctionne relativement main dans la main. Donc, pour revenir à la question de Tim Ingold, nous avons remarqué que le cinéma présente également des caractéristiques liées à l'environnement, liées aux éléments visuels, le son, la profondeur. Il est également dans une perception physique et visuelle de la ville, mais aussi le cinéma est lui-même un environnement en tant que tel, tout comme l'environnement urbain est un environnement. Et notamment parce qu'il n'y a pas de distinction entre le corps et l'esprit. C'est une perception qui est corporifiée, disons, que toutes et tous comprennent, et le chemin mental, dans le cadre du mouvement, on pourrait peut-être établir ce cheminement mental par cet environnement, soit à travers le fait de regarder des films, soit à travers une manière un peu plus créative, consistant à écrire des scripts et planifier le cheminement, les chemins, la marche dans ces environnements. Donc, en guise de considération finale, en guise de conclusion, je vous dirais que nous avons un cinéma qui est un agent socialiseur et qui influence les pratiques sociales. C'est un outil audiovisuel très puissant. Et le cinéma, c'est également un dispositif de perception environnementale
qui dépasse donc le visuel selon Tim Ingold et la perspective de l'audiovisuel, mais également la théorie urbaine qui est très encadrée par les aspects visuels, mais aussi par les autres sens du corps humain, et en particulier le toucher, la mémoire. Et donc, le cinéma est basé donc, sur le mouvement et l'engagement auprès du monde, ce qui, pour Tim Ingold, signifie qu'au-delà de la vision, on peut quand même établir un rapport avec nos propres relations et avec des apprentissages urbains et environnementaux préexistants. Donc, tant le cinéma que la ville sont des environnements et peuvent fonctionner comme un dispositif de perception environnementale urbain, le cinéma, en forme de mémoire. En guise pour sortir un petit peu peut-être une des possibles continuités qu'on pourra développer par rapport à cette recherche, on a une grande curiosité. J'ai une grande curiosité pour comprendre qui sont ces acteurs et ces sujets de la ville qui produisent ce cinéma, c'est-à-dire qui produisent cette mémoire de la ville et qui produisent cette interprétation de l'espace urbain. Comme on le dit, que ce soit pour la production de la ville en soi ou la production des archives de la ville et la mémoire visuelle, c'est le cinéma en fait. Donc assez rapidement ici, puisque je vois que je n'ai plus beaucoup de temps, une donnée assez intéressante ici que je voudrais vous montrer, c'est que depuis la reprise, depuis le début de ce cinéma, les hommes dominent la production et cela est directement lié à la relation du cinéma avec l'espace public depuis sa naissance. Depuis pouvoir filmer dans l'espace urbain, occuper l'espace urbain qui est habituellement connu comme étant un espace masculin, l'espace urbain, et malgré des grands changements que nous vivons, vous voyez, je vous présente une ligne du temps ici, vous voyez que c'est encore très expressif. Les inégalités de genre sont encore très expressives. Ici, vous voyez, donc de 1996 à 2016, c'est important donc de penser ce dispositif comme étant un dispositif historique et penser également aux acteurs qui construisent cette mémoire historique de la ville. Merci. Merci Barbara. Vous êtes dépassé juste d'une minute. Est-ce que Marcelo, donc on reviendra après sur votre intervention qui était très intéressante. On va continuer la liste des interventions avec celle de Marcelo. Est-ce que Marcelo, vous êtes là? Olá, tudo bem? Estão me ouvindo? Ah, voilà. Ça va, vous m'écoutez là? C'est bien. On vous entend et on vous voit, Marcelo. C'est à vous. Okay, obrigado. Oui. Tá, eu vou... Bonjour, vous avez la parole. Vous êtes à l'Université de São Paulo, la faculté d'architecture et d'urbanisme. Ok. Isso. C'est ça, oui. Je vais vous lire un texte parce que comme on a très peu de temps, je voulais aller plus vite. Nous pouvons comprendre la civilisation occidentale comme une culture qui se présente par des champs bidimensionnels, des domaines bidimensionnels. Dans la contemporanéité, nous entrons cela comme le toile, toutes les choses qui impliquent les toiles et l'aspect philosophique des sens. Il n'y a rien de plus authentique pour le cinéma que l'écran, que remettre en question justement cette question du regard et de critiquer les économies de l'intention qui nous montrent les pas que nous faisons avec la société, provoquer le spectateur passif. Marcelo, pode ir um pouquinho mais devagar. Aller contre l'obsession de l'érotique dans l'esprit contemporain. Ceci dit, en parlant rapidement sur le silence est une contrepartie de la verbosité occidentale, quoique souvent il soit aussi éloquent que le verbe dans l'Orient. Le silence parle nécessairement
de la dialectique qui présuppose une association pour que cela existe. Nous pouvons approcher le cinéma, le silence au Brésil du rien, de la négativité, les éléments, les formes interprétatives pour expérimenter de façon subjective et unique les choses. L'arc appauvri par cette superlativité se purifie en créant des distorsions des expériences Marcelo, por et favor, desculpa exigeant lhe que interromper. A gente está com dificuldade com a tradução. Você pode ir um on pouco a des mais devagar? difficultés avec la traduction. S'il vous plaît, allez un peu plus Obrigado. lentement au lieu de lire. Merci. L'art, quand approvi de son informativité, se purifie et crée des distorsions d'expérience qui exigent que le spectateur place ses expériences particulières sur la table. Le vide de l'art dans le cinéma nous donne le concept d'un cinéma de temps où l'expérience de l'écran dans le cinéma est comme un enfant qui voit une flamme qui brûle. Elle regarde pour le plaisir de regarder. Dans le cinéma, les images vont se résoudre par elles-mêmes en exprimant leur propre beauté et le cinéma se recourt comme lumière et mouvement. Le paysage est indifférent à la subjectivité et ainsi comme dans le cinéma, il n'y a pas de compréhension ou de sens. Cependant, les relations esthétiques avec la nature permettent la contemplation érotique à travers les sens. Le paysage de forêt ou de partir dehors de l'urbe est un repositoire d'altérité où on provoque l'ouverture de la pensée par la présence corporelle et sensorielle dans le partage de cet espace avec d'autres êtres. La nature a une posture indifférente que nous appelons culture qui se configure malgré et sur les entendements, quoique nous soyons partis d'elle. De cette façon, la vidéo que je vous montre ici est intéressante à cause de la pierre travaillée qui est retournée à l'environnement. Ce sont des ruines en état de décomposition avec la nature, voir et sentir la présence des êtres qui n'ont plus leur narratif pour peut-être mieux comprendre le monde, notre maison et nous-mêmes à travers de nos autres altérités. Je comprends ces ruines comme étant un lieu de silence, quoique les sons de la ville nous parviennent étouffés à travers cette nature, formant une espèce de mise en ambiance sonore. Finalement, je rappelle le Zen qui, selon De Vriend, le Zen bouddhisme, est un état d'esprit où la tension des opposés est réduite au silence, n'ayant pas été annihilé ou exorcisé, nié ou ignoré, mais seulement abandonné. Le Zen, ainsi comme les Haikai, voit l'expression absolue telle qu'elle est, dans un certain éloge au rien. Ainsi comme Manuel Dubach, dans son poème, dit qu'il est difficile de photographier le silence, cette vidéo essaie de capter ces absences exprimées.
Obrigado. Eu não vou passar o vídeo todo, que ele acaba sendo... Merci. Je ne vais pas passer toute la vidéo parce que c'est un peu long. Merci Marcelo pour ces quelques minutes de silence. Le silence dans ce genre d'endroit est toujours quelque chose d'un petit peu dérangeant. Et ça nous... Non, je disais, le silence est toujours quelque chose d'un petit peu dérangeant dans ce genre d'endroit. Et c'est quelque chose effectivement qui nous fait vibrer un petit peu. Est-ce que Paul, attends, peut-être avant de donner la parole à Paul et Polo, est-ce que Cynthia et Michael sont ici, sont présents en ligne? Si on pouvait revenir sur la liste des intervenants brésiliens. Não vejo eles aqui na sala. Non. Je ne les vois pas là dans la salle. Bon. Bah, écoutez, on va donner la parole alors à Paul Santos et à Paulo Castral, excusez-moi pour mon accent, qui sont également de l'Institut d'architecture et d'urbanisme de l'Université de São Paulo. Donc, je vous donne la parole, Paul et Paulo, puis vous présenterez de manière peut-être un peu plus complète que ce que je viens de faire. Voilà. Je crois que vous pouvez voir mon écran. Bonjour à tous, bon après-midi. Je suis Paul dos Santos. Je fais un master dans l'Institut d'architecture et d'urbanisme de l'Université fédérale. J'ai le professeur Paulo Castral, personne qui me guide dans mon maîtrise, et nous faisons donc une recherche sur le langage et sur les villes. Ce travail fait partie de mon master et pour résumer, nous avons l'objectif de faire un rapprochement libre avec la tendance qui est appelée slow cinema, le cinéma lent, avec la notion de l'expérience urbaine dérivante. Pour vous placer dans le contexte, il est important de dire que le terme slow cinema a surgi à partir des années 2000, à partir de quelques tests faits par des critiques de cinéma qui ont identifié des productions qui avaient choisi un état de contemplation en opposition au cinéma qui avait gagné beaucoup de force ces dernières décennies. Et pour cette présentation, nous voulons dire que quand on parle de slow cinéma, on n'est pas en train de dire que c'est une catégorie qui soit différente dans le cinéma, mais plutôt une pluralité de productions dans le cinéma, dans le monde qui adopte d'une certaine façon ce genre de posture qui veut être opposé à ce cinéma hollywoodien qui est rapide. Et pour cela, spécifiquement, nous parlons sur le cinéma qui guide notre regard sur la réalité de la vie, la réalité urbaine, en fait. C'est un cinéma qui nous parle des villes. Ce sont des œuvres, donc, qui, d'une certaine façon, sont investies sur ce registre prolongé de la diffusion et qui travaillent justement sur l'expérience de la lenteur sur le sujet qui vit dans l'espace de la ville. Pour résumer très simplement, ce qui vaut la peine de soulever ici, c'est justement la défense faite que Luciana Adibi fait sur ce genre de cinéma qui est très propre au cinéma contemporain, qui nous donne l'idée de la lenteur comme une expérience politique. Et elle cite qu'à un moment où la mercantilisation de la vitesse rend plus rapide l'appréciation des plaisirs
de base, depuis manger jusqu'à un beau paysage. Il est important de défendre la lenteur comme un principe pour la consommation. Et c'est à partir de cette approximation avec le cinéma de lenteur dans l'espace que nous proposons ce rapprochement avec le cinéma de dérive situationniste des années 70, où il nous faut reconnaître que c'est un acte de parcourir la ville avec un objectif concret, des sentiments relatifs à cette action vécue de marché. L'hypothèse qu'on défend, justement, l'hypothèse que l'on défend dans cette situation, c'est qu'il y a dans le slow cinéma et dans la pratique de la dérive une esthétique urbaine, cette expérience qui veut être contraire à la pratique dominante de l'espace urbain et qui veut vivre la ville d'une façon opposée ou inverse à cette position qui est basée sur le capital. Et tel que le slow cinéma a surgi dans le cinéma contemporain à partir des années 2000, nous pouvons voir dans les films urbains de plus en plus le surgissement de débats liés à une discussion sur la lenteur, l'expérience lente dans l'espace de la ville. Et citant dans la production brésilienne, nous avons l'apologie de la dérive de 2003, l'éloge du Zérin, l'éloge aux errants de 2012, et nous avons également Marcher et s'arrêter de Carreri et Paul Bernstein, The Walkscapes, qui nous montrent une expérience de l'espace qui est de plus en plus impliquée par la logique du capital. Je vais passer rapidement sur quelques commentaires d'un film spécifique qui est Xiao de Jia Zhengke, un cinéaste, un directeur chinois qui est très spécifique. Il suit le récit de Shao dans l'espace de la ville. C'est un voleur à la tire. Et dans le récit, on peut voir qu'au lieu de suivre un récit classique qui suit un événement qui ensuite va se résoudre dans une conséquence logique, nous sommes dans un milieu urbain qui est vécu par le personnage. Nous allons, pendant cette histoire, voir les petites situations par lesquelles le sujet passe dans la ville et le registre est vécu par beaucoup de cheminements de ce personnage qui n'ont pas nécessairement un objectif concret dans l'espace. Rien qui ne soit présenté sur l'écran représente nécessairement un objectif. C'est tout juste une série d'expériences vécues dans cet espace urbain. Alors, pour nous, spectateurs, ce que nous voyons dans cette œuvre quand nous la regardons, ce sont des choses plus fortes parce qu'il nous faut imaginer les possibles causes ou les histoires derrière ce que ce personnage fait et qu'est-ce qu'il a ressenti. Rien n'est présenté d'une façon très concrète ou évidente. Il y a toujours une ambiguïté pour que ce soit le spectateur qui tire ses conclusions, qu'il aime le personnage, qu'il voit où il va, quelles sont les leçons morales peut-être de cette situation. Surtout parce que, apparemment, dans le groupe de films où on présente le slow cinéma, on est plus intéressé à essayer de représenter ou trouver une certaine résonance avec les vécus sur l'écran et les vécus et lier cela à l'expérience du spectateur même dans sa vie réelle. Et avec ce film, on peut mieux comprendre l'ensemble des œuvres du slow cinéma. L'urbain est plutôt vu par l'expérience du vécu de ces urbains avec les personnages plutôt que par un récit linéaire ou qui mène à des conclusions. Et pour conclure, dans ce rapprochement, les deux œuvres, les œuvres du slow cinema et les débats urbains comme expériences qui ont surgi dans les milieux urbains contemporains visent à vivre la ville
à travers une expérience de lenteur et proposer une appréhension des pratiques guidées par une hypervisibilité. L'idée justement du slow cinema est de contribuer à la formation de ce regard sur la ville qui sont un regard contraire aux pratiques hégémoniques et créer une pensée critique sur les expériences vécues dans l'urbain. Merci beaucoup. Merci, merci Paul. Merci Paul. Je parle dans le micro. Je regarde, je parle dans l'écran comme s'il était avec moi. C'est ça la vertu de l'imaginaire via les médias. Oui, je voulais éventuellement, si vous êtes d'accord, Julie et Paolo, intervenir l'un et l'autre, l'un après l'autre, sur les interventions que vous avez vues. On a un petit peu de temps puisque deux interventions n'ont pas pu se tenir. Bon, si vous êtes d'accord l'un et l'autre, je vous donne quelques minutes pour synthétiser un petit peu les communications que vous avez pu entendre ou lire. Et puis, de notre côté, nous sommes très peu nombreux dans la salle. Il y aura peut-être des questions, peut-être que les rares personnes qui seront présentes seront très attentives à parler. Mais vous êtes peut-être un peu plus nombreux au Brésil. Qu'est-ce que vous en pensez, Paolo et Julie? Vous êtes d'accord avec cette formule? Pode ser. Julie, quer começar? Non. Non? Julie, bien sûr. Tu veux commencer, Julie? Non, mais moi, je suis depuis 3 jours là. Non, je vais laisser Paolo commencer. Ok. Bon. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord féliciter les organisateurs de l'événement et toutes celles et ceux qui ont participé à l'organisation de l'événement pour la qualité de leur travail, mais également pour l'opportunité que nous avons ici de discuter de nos travaux. C'est extrêmement important. Et je voudrais féliciter également ceux qui nous ont présenté leurs travaux aujourd'hui. C'est très intéressant. Moi, peut-être que de façon générale, je dirais que plutôt que la question de savoir comment l'on perçoit le monde, il s'agit peut-être de savoir comment le monde perçu à travers nos actions dans l'espace. Je crois qu'en tout cas, ce que nous avons entendu mobilise une question plus urgente encore, à savoir comment déplacer ce mouvement, comment déplacer ce sujet et générer des incertitudes qui nous permettent de repenser le capital culturel. C'est quelque chose de fondamental aujourd'hui. Cette hyper-exposition aux médias, tout ça, c'est comme si on passait d'un discours autorisé sur l'urbain, sur le vivre dans la ville, et qui d'une certaine manière est très distant du quotidien des personnes, vers une conscience critique du rôle de ce sujet dans la ville, réel et affectif. C'est comme, la question est de savoir comment identifier les erreurs de l'expérience à partir de l'habitude, comme pour revenir sur ce que Merleau-Ponty propose. Je pense que le défi auquel nous faisons pas face sur ce territoire se trouve dans la compréhension de savoir comment ce sujet auquel nous nous intéressons affecte et est affecté par l'autre. Qu'il s'agisse d'un autre sujet ou de l'autre espace. Et je pense qu'il serait intéressant que les participants qui ont pris la parole jusqu'à maintenant qu'ils parlent un peu plus de cette question, de faire face à cette question en tout cas. Comment on aborde ce sujet dans le cadre de la recherche? Quelles sont les bases théoriques qui sont mobilisées? Comment est-ce qu'on paramètre la relation entre le sujet et l'espace? Quelles questions émergent à partir de ce regard du sujet et vers le sujet, depuis le sujet et vers le sujet? Principalement quelque chose sur lequel je me pose des questions, ce sont notamment les travaux sur les paysages sonores qui sont un peu distants de ce à quoi je suis habitué. Donc, comment est-ce que ces questionnements pourraient être appliqués à la question du paysage sonore? Je pense qu'il serait intéressant d'entendre les participants parler un petit peu de ces relations, de ces questions relatives à cette question du sujet dans la recherche. Comment ils y font face?
Je pense que c'est un peu central et je pense que c'est une question transversale aussi aux différents travaux qui ont été présentés. Voilà, c'est un peu cette question que je voulais vous poser pour contribuer au débat. Une fois de plus, je vous remercie pour l'opportunité de participer à ces échanges. Oui, merci Paolo. Est-ce que Julie, tu veux intervenir tout de suite ou on débat un petit peu de la question tout de suite? Bah, oui, peut-être que moi, ça ouvre sur d'autres questions. Peut-être que les gens veulent intervenir, mais peut-être qu'on peut répondre à la question et je peux poser des questions ensuite. Ok. On a du temps, hein, on peut se donner, on a une demi-heure. Donc ne vous pressez pas. Enfin, pressez-vous pour poser des questions, mais pour répondre, vous avez le temps de répondre. Mais je peux y aller sinon, hein, si les gens, je peux y aller. Ben en fait, c'est ça. Comme je me préparais pour une sélection plus large, dans les présentations qu'on devait écouter, la dimension politique était peut-être plus frontale, je dirais, si on avait le portrait complet des intervenants. Puis finalement, à travers les personnes qui ont parlé cet après-midi, je dirais que là, le cinéma devient assez dominant, finalement. Et je suis contente que Marcelo nous ait présenté la vidéo parce que vraiment, je m'interrogeais de où étaient les silences dans toutes ces communications parce qu'il n'y avait pas beaucoup de silence, en fait. Non, mais quand même dans le slow cinéma. Mais c'est des approches très différentes, en fait. Les trois, ben, je vais parler des autres approches, hein, mais la mienne, je la connais bien. Mais je dirais que Barbara réfléchit. Ben, j'ai lu d'ailleurs un article sur la question que Barbara avait écrit sur la relation entre le cinéma et les mouvements sociaux à Recife. Et donc là, le cinéma devient vraiment un outil de visualisation pour des luttes politiques et il y a un effet d'amplification parce que les deux se renvoient l'un à l'autre. Les luttes renvoient au cinéma, le cinéma reprend les luttes et là, il y a comme une situation politique qui émerge de là, ce qui est complètement différent. D'ailleurs, dans la communication de Marcelo, je suis étonnée de voir si peu la ruine, en fait. Quand je lisais la présentation, je pensais que le rapport entre l'architecture en ruine et la nature allait être au premier plan. Et finalement, on est beaucoup plus dans tout ce qui s'est développé dans cette ruine, comme une espèce d'observation très précise et lente d'une vie qui se développe à l'intérieur des ruines. Mais je pense que si j'avais pas lu le texte, je sais pas si à d'autres moments de la vidéo c'est plus apparent, la ruine disparaît d'une certaine façon, alors qu'elle est très présente dans l'argumentaire. Et je trouvais quand même très beau l'hypothèse, parce que je pense que c'est une hypothèse, que le fait de voir ces images, pourrait avoir un effet sur l'imaginaire que l'on entretient des rapports entre nature-culture, parce que c'est un peu une hypothèse comme ça. Donc, si on était en contact plus rapproché, plus fréquent, avec des images qui mêlent ces deux univers, notre imaginaire serait transformé. Est-ce que c'est bien ça, l'hypothèse, d'ailleurs? Et puis sinon, la dernière, peut-être pour revenir à Paul, sur la question de la dérive, quand je lisais aussi la présentation et j'écoutais ta présentation, je me disais que je me questionnais sur la place qu'occupe l'intuition dans le travail du slow cinéma, parce que le cinéma, c'est un travail très, très calculé. Les films de Bellatar, c'est magnifique de pensée. Le hors-champ est calculé, tout est calculé. Alors que la dérive, quand même, est intuitive. C'est une technique de passage hâtif. Donc, c'est une technique où, justement, on ne se déplace pas pour des raisons fonctionnelles ou pour des raisons qui passent par une certaine rationalité. C'est quand même contre cette espèce je sais pas, l'urbanisme fonctionnel et tout ça. Donc, ça implique une certaine vitesse. Mais je trouvais intéressant de réfléchir cette question du slow cinéma en lien avec une technique qui implique une certaine vitesse, finalement, dans la dérive. Donc, c'est peut-être les trois choses, mais pour moi, j'ai du mal à mettre ensemble les trois présentations parce que c'est, bien que le cinéma les relie toutes, j'ai l'impression que
qu'il y a des postures esthético-politiques quand même assez différentes à travers ces trois présentations. Du plus direct au plus formel, je dirais d'ailleurs. Donc, je sais pas s'il y a des gens qui ont des choses à dire sur ça. Personnellement, j'espère. Non. Eu posso falar. Je peux prendre la parole, oui. Dans ma présentation, en réalité, j'ai essayé de parler un peu plus du silence. Comme vous l'avez dit, vous avez lu le résumé de mon intervention. Dans ce cas, toute la vidéo se passe, en fait, elle a tout un parcours, elle retrace un parcours qui commence en s'intéressant à la ruine. Donc, si je ne me trompe pas, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, la ruine, en fait, elle est pour moi l'endroit pour imaginer d'autres mondes, pour concevoir d'autres mondes, imaginer des possibilités de ce que serait pas nécessairement la vie après l'intervention humaine sur la Terre, mais consistant à comprendre comment les endroits créés par les hommes peuvent être appropriés par les êtres non humains et comment cette intervention dans le paysage peut créer différents endroits, disons, différents foyers peut-être pour d'autres êtres. Donc, quand j'entre dans cette ruine, je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre. Quelque chose que j'ai essayé de montrer dans la vidéo, c'est justement, quand on parle de ces approximations-là, c'est refermer le champ division pour la personne qui regarde, pour avoir de plus en plus de doutes par rapport à la question où nous sommes, en resserrant le plan. Donc évidemment, il y a, oui, cette intention de provoquer cet imaginaire. Et en même temps, il y a un énorme bruit aussi, parce que à partir de mon expérience sensible et corporelle, mais l'intention est peut-être vraiment d'essayer de créer ce dérangement, cette curiosité. Et ce sera différent chez chaque personne, parce que chacun a son interprétation. Mais en tout cas, apporter ce bénéfice du doute un doute qui a déjà été le nôtre, qui peut être le doute de quelqu'un d'autre, pour transformer la matière. Est-ce que je peux me permettre d'intervenir en tant qu'animateur sur la présentation de Marcelo et le commentaire qu'en a fait Julie? Est-ce qu'on peut envisager, derrière votre film et votre propos, que ce que vous recherchez, ce sont de nouvelles ontologies, comme le dit Philippe Descola, anthropologue que vous connaissez peut-être, anthropologue français qui a beaucoup travaillé sur l'Amazonie et qui montre qu'il y a en fait dans les sociétés des manières différentes d'envisager le rapport de l'homme à la nature. Donc c'est ce qu'il appelle les ontologies, pour faire ça. Est-ce que c'est ça qui est en jeu? Est-ce que c'est ça qui est en cause? Aller rechercher d'autres ontologies que la nôtre, qu'il appelle l'ontologie naturaliste, et ce qui renvoie aussi à la question que posait Paolo, qui est celle du sujet. Des interrogations sur nous en tant que sujet. Est-ce que nous, face à ce genre de lieu, face aux ruines, nous ne sommes pas interrogés sur nos propres façons d'envisager notre rapport aux non-vivants, aux vivants non humains, pardon. Com certeza.
Oui, Eu oui, c'est acho que sûr. o comentário Je pense que votre commentaire é muito cirúrgico. est très chirurgique et d'une précision chirurgicale, Fazer esse dans le questionamento, sens où, effectivement, il soulève ce questionnement. quando a gente fala dessas outras ontologias, pelo Je menos pense que quand on parle de ces autres ontologies, eu tentei trabalhar no vídeo, dans ce que j'ai essayé de travailler dans la vidéo, é muito difícil, c'est très difficile, não diria difícil, talvez ou limitado non, pas difficile, mais en tout cas, c'est très limité peut-être. conseguir chegar numa Euh, aproximação J'étais assez limité lorsqu'il s'agissait d'arriver à ces approches avec cette sobre subjectivité atividades não humanas, né? non humaine. Ainda que na Amazônia, como você mesmo disse, e nas Bien que en Amazonie, par exemple, dans les recherches de Philippe Descola que vous mentionnez, sobre um humano donc, ils s'intéressaient à un autre humain, que tem un humain uma autochtone vivência e d'Amazonie qui a une expérience de vie et il y a aussi toute une question de das mídias, l'expérience de vie, du corps, des bom, mythes, todo arcabouço toute une structure intellectuelle qui está maintient, conectado, né? Está qui est conectado com a connectée natureza à la nature e assim eu como et qui la vit au quotidien. ocidental Moi, en tant que blanc occidental qui vit dans une grande ville, quando eu chego num lugar desse quand j'arrive dans un endroit comme celui-là, eu fico muito impressionado je suis toujours très impressionné e maravilhado com cada coisa que eu encontro. et émerveillé avec tout ce que je Eu vois realmente não sei o que acontece parce que vraiment, je ne sais pas ce qui s'y passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais en tout cas, a intenção l'intention de de fait tentar se aproximar consistant à s'approcher de ces êtres-là perguntar de fato et de se demander qual que é a quelle est l'influence de ces êtres que a gente tem projetado e como que eles dans la matière, dans l'espace que l'on a projeté, et comment est-ce qu'on envolver a, um pouco on a étouffé tout ça pour essayer de trouver un questionnement sobre nossos modos de viver e como sur nos modes de que o corpo voir les choses corpo diferente et comment est-ce que un corps différent, un corps étranger criar e peut entender de s'approprier uma maneira diferente et comprendre l'espace de façon différente de notre façon, de la nôtre. os motivos Ne serait-ce que parce que l'une des raisons, l'un des événements captação de imagens era justamente quando qui m'ont conduit à aller prendre les images, c'était quand il commençait à pleuvoir. pelo menos Parce qu'en fait, é muito en raro tout cas pour moi, c'est très rare de sortir quand il pleut. se proteger da chuva, né? En général, quand on évite la pluie, en général, la pluie, c'est quelque chose comme un élément naturel un peu domestiqué pour nous. Se abriga e não se Euh, expõe a esse tipo on s'abrite en général et on ne s'expose pas à ce genre d'intempéries, ce genre d'expérience, experiência tátil de estar d'expérience molhado même para receber a tactile, d'être mouillé, de recevoir la pluie, de sentir le froid de la pluie. Esse era gatilho para mim Donc ça, c'était un élément déclencheur pour que je sorte pour filmer para conseguir talvez et que j'essaye peut-être de comprendre, oferecer a minha vulnerabilidade en tout cas offrir ma vulnérabilité pour la partager avec la vulnérabilité d'autres êtres qui sont là à ce moment-là et d'une certaine manière, eu não sei dizer nem se perturbado pela chuva je ne sais pas si je peux dire dérangé par la pluie ou s'ils profitent de la pluie. Ça dépend peut-être de ce que j'y trouvais à ce moment-là. Peut-être, moi, pour revenir à la question de la dérive et peut-être stimuler les autres, les autres personnes à prendre la parole, je dirais que ça m'intéresserait en fait de comparer, puis même si jamais c'est pas une artiste que vous connaissez, peut-être d'aller voir le travail d'une artiste qui représentait d'ailleurs la France à la Biennale de Venise, je pense en 2019, qui s'appelle Laure Prouveau et qui fait un montage ultra accéléré. Mais je dirais, je serais très heureuse de voir ce que vous pensez de ça en lien avec la question de la dérive. Puis je pense que ce serait intéressant pour réfléchir même le slow cinéma, d'aller voir ce travail qui est un montage ultra rapide et qui tient de la dérive aussi. Donc, je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant à mettre en relation. Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez ou dont vous connaissez le travail? Non. Não conheço.
Non, non, je ne connais pas. Mais d'ailleurs, si tu peux répéter le nom, s'il te plaît. Oui, Laure, comment tu disais? Prouvost, Prouvost, je crois. Tiens. Mais qui fait un montage très, très accéléré, qui est très, très singulier, qui n'est pas juste un montage accéléré comme on en voit souvent, mais et qui, par exemple, le projet qui a été présenté à Venise était vraiment de l'ordre de la dérive. Je pense que c'est une dérive de Paris à Venise, finalement. Mais c'est intéressant. Je pense que ça peut être intéressant de réfléchir ces deux choses-là pour ramener un peu la question de l'intuition ou du mouvement rapide dans cette boucle de réflexion. J'ai une question ici à Saint-Étienne, si je peux la poser, puis éventuellement on reviendra sur les questions qui ont été posées par Julie et Paolo. Bonjour, boa tarde. Vous m'entendez? Oui, c'est bon? Oui, c'est bon. Merci, merci beaucoup pour ces interventions. J'aurais deux questions j'ai pas réussi à tirer un fil qui permette d'englober toutes les interventions dans mes questions, mais j'ai été intéressée par le travail sur récif et le cinéma. J'avais une question justement sur ces espaces de la ville. On a vu quelques affiches avec des espaces publics et j'aurais aimé en savoir un peu plus sur le type d'espace traversé parce que ça m'a fait me rappeler du séminaire il y a 2 ans à Récif et donc j'ai vu un petit peu la ville et je me demandais ce qu'il en était de la plage dans ces films, aussi des traversées. Est-ce qu'il y a une traversée des différents quartiers dans cette production cinématographique? Et par rapport à la dernière partie de l'intervention sur le caractère masculin de ce cinéma, je voulais savoir si justement dans le quart des films qui sont produits par des femmes, si j'ai bien vu le diagramme, est-ce qu'il y a un traitement différent des espaces, une approche différente des espaces, si j'ai bien compris? Et puis ma deuxième question, elle est pour Julie. J'ai retrouvé en fait dans votre questionnement sur finalement la simulation par les sens de la présence et la manière dont les sens sont toujours associés à notre détection de présence existante. J'ai retrouvé des questionnements que j'ai dans une enquête sur les pratiques de la géobiologie. Alors, ça n'a rien à voir, mais justement sur cette question de la place du doute dans l'expérience des sens. Et vous parliez de l'articulation entre doute et politique, et je voulais un petit peu en savoir plus sur cette ce point de vue. Merci. Qui répond en premier? Est-ce que je peux dire quelques mots? Est-ce que je peux répondre d'abord? Bien sûr. Pour répondre à la question, pour moi, c'est quelque chose qui me reste à l'esprit, justement, cette vitesse de la dérive, surtout quand on étudie, disons, la définition de la dérive même, qui parle de ce passage rapide d'un milieu à l'autre. Et je crois que l'important, là, c'est de penser que l'idée de la vitesse dans la dérive et l'idée de vitesse dans le slow cinema sont différentes. Surtout parce que dans le slow cinema, quand on adopte ces termes de slow, on ne parle pas nécessairement d'une image qui soit lente, qui mette du temps à passer. C'est un genre d'image qui s'oppose à la temporalité du capital. Elle a une connotation politique qui est très forte.
justement pour s'opposer au cinéma hollywoodien qui a cette vision de la réalité assez frénétique, disons. Alors, je pense que dans le cas du slow cinema, même si on travaille sur cette notion très calculée, parce que les directeurs sont très soucieux justement de monter les images pour construire cet univers urbain ou rural. C'est donc un genre d'image très calculé. Et quand cette image parvient au spectateur, l'expérience, ce n'est pas une expérience lente. Ce n'est pas plus lent que ça ne devrait l'être. C'est fortement lié avec ce dont Bazin et Joubert parlent de le temps de la réalité, un temps sensible. Et quand on fait ce rapprochement avec la dérive, on dit que ceux qui vivent cette expérience dérivante sont les spectateurs. Et quand ils entrent dans l'écran, ils passent par cette ville que souvent ils ne connaissent pas, surtout quand on voit des villes comme en Chine, par exemple, à Taïwan, parce que le cinéma là-bas a une certaine importance. On a une vision qui est très rapide, qui est relativement rapide pour quelqu'un qui ne connaît pas cet espace urbain spécifique. Quand on parle d'une expérience dérivante, on parle du rapport de la personne qui voit le film avec le produit. Ce n'est pas nécessairement le directeur qui calcule cela, mais comment cette expérience agit sur le sujet qui voit le film. Et c'est une théorie, une hypothèse de discussion, qu'il y a donc cette tension. On vit ces espaces très rapidement pour ceux qui ne les connaissent pas. En même temps, il y a cette tension qui est opposée à celle que l'on attend d'un cinéma hollywoodien que l'on appelle le fast cinema, qui est un cinéma pour la consommation. Je comprends la question, mais je pense que la vitesse a un autre sens ici qui n'est pas, ça n'entre pas en conflit avec le slow, disons quand on parle de dérive. Bien sûr qu'il y a une certaine liberté d'appropriation de ce terme, mais dans la discussion des études urbaines, la dérive entre dans l'impact de la lenteur. On va parler donc de tolérance. Dans la discussion contemporaine, on va parler de ces pratiques où, d'une certaine façon, il y a une rupture de la temporalité dans la ville marché, disons. Et je crois que ça répond un peu à la question sur le rôle du sujet, justement parce qu'on comprend le cinéma comme une pratique spatiale plutôt qu'une façon de voir. Alors, justement, la dérive entre comme l'expérience que la personne voit du film et non pas du directeur. Je crois que c'était ça. Excusez-moi les uns et les autres, je viens de voir que Fabio Larocca avait envoyé un message, ce qui signifie qu'il est en ligne. Est-ce que Fabio, vous voulez intervenir, même si on ne vous voit pas, est-ce que vous voulez intervenir pour dire quelques mots, si vous avez la connexion? Posso ir agora ou eu espero pouco? Bon, Fabio ne peut pas, il est avec ses enfants. Excusez-moi. Donc, allez-y, Barbara. Non. Ok. Eu não sei se eu peguei tudo. Je ne sais pas si j'ai tout compris, mais j'ai compris que la personne n'est pas venue à Recife, mais là, elle a perçu une pluralité de quartiers et d'occupations et de conceptions urbaines. C'était ça la question? Et si ça surgit dans les films et comment ça surgit dans les films? Je crois que c'est ça qui a été demandé, non? Oui, tout à fait. Sim, exatamente.
C'est Claire Revol qui est venue à Recife il y a 2 ans au colloque précédent de l'ICHT. Ok. Sobre essa Sur cette pluralité des films, oui, ça apparaît, quoique elle est centrée beaucoup sur le centre-ville historique, qui est le territoire le plus en vue de la ville à cause du mouvement d'abord d'abandon du centre-ville, à cause justement des centres commerciaux et des condominiums fermés, et ensuite un retour au centre et avec le patrimoine, le lac historique, qui justement a influé sur la formation des villes. Alors, on a, depuis l'observation de la ville d'une façon macro, une verticalisation intense ces derniers 20 ans, jusqu'à la production cinématographique qui a été centrée sur essayer de protéger ce centre historique de cette verticalisation, autrement dit, d'une massification et d'un effacement de la mémoire de la ville. Et la construction n'est non seulement pas liée à ce territoire, mais également amène des problèmes sociaux et environnementaux à la traîne. Alors, c'est lié à la question de Paul sur le sujet. Cette pluralité d'abordage de l'espace est concentrée sur des sujets qui ont un profil très similaire. Donc, le cinéma numérique a encore un élément de classe qui est très prononcé. Alors, il y en a cet aspect de classe. Et récemment, les personnes plus pauvres ont surtout le portable, mais là, c'est là qu'elles peuvent voir cette production visuelle de la ville, mais c'est encore très lié à la classe sociale et à l'image que je vous ai montrée, que ce sont des sujets hommes, des directeurs qui dirigent et produisent ce discours sur la ville. Alors, bien sûr, il y a une articulation plurale des genres, bien sûr, mais quand on va regarder qui est le directeur du cinéma ou la personne qui va faire le commentaire du film, c'est encore très concentré dans les mains des hommes. C'est les hommes qui font ce genre de film. Et si on considère que cela a une incidence sur la conception de la ville sur les instruments politiques, c'est encore très fortement concentré sur un profil de personnes qui historiquement ont eu le pouvoir sur la ville, même s'ils ont des visions qui sont différentes entre elles. Le profil se ressemble beaucoup et elles ont vraiment des approches différentes sur les espaces de la ville. Alors, on a beaucoup de festivals de cinéma et de ciné-clubs et qui sont plus pluriels, mais on a la construction de ce discours, de ce récit, des images du mouvement, de ce qui va être abordé ou pas, le cadrage, la définition du temps, le mouvement de la caméra, tout cela est dans les mains des hommes. Disons, l'espace est pluriel, mais ce qui le produit n'est pas si pluriel que ça, que ça a changé ces dernières années. Merci. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Je peux peut-être répondre à la question. Mais à moins qu'on continue sur le sujet précédent. Il reste 5 bonnes minutes. Après, on a encore les ateliers à 20 heures. Hein. Tout n'est pas terminé. Donc, je vais juste répondre rapidement à la question sur la présence et le rapport entre le doute et la dimension politique, peut-être, qui avait été posée plus tôt. En fait, par la qualité du réalisme et je dirais même la dimension tactile des enregistrements, il y a un engagement physique très, très clair dans l'écoute parce que
s'il y a quelqu'un qui s'approche dans notre dos, on a vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'approche dans notre dos. Donc, il y a une espèce d'acuité de la présence qui fait qu'on est en train toujours de penser que les choses sont autour de nous, sont en train d'arriver. Évidemment, tout ce travail-là fonctionne s'il y a eu une observation soutenue des usages, des déplacements dans le lieu, puis tout ça, puis que le son s'accorde à cette dimension-là. Mais ce qui m'intéresse, c'est que dans cet état de présence aiguë, je dirais, tout est mis en doute. Donc, si ce qu'on entend est vrai, si finalement la dimension fictive est la dimension qui est en train d'arriver, si la dimension documentaire est une dimension fictive, et même, je dirais, ce qui m'intéresse encore plus, c'est que le moment où on enlève les casques d'écoute, tout est mis en doute aussi. Donc, c'est un état qui continue, parce que comme on réentend les mêmes sons, des sons qui potentiellement étaient les mêmes, mais un peu déplacés, quand on entend par la suite, on remet en question aussi ces sons-là. Donc, il y a une espèce de doute qui s'installe, qui pour moi, bon, je sais que c'est un écart, mais quand je dis que j'ai une pensée formelle de la politique, j'ai pas présenté un projet qui était directement installé sur une place publique, sur des questions qui ont politiques très très claires. Bon, tout ça, j'ai pas présenté ce projet-là parce que je trouve que celui que j'ai présenté mettait plus en évidence la question de l'imaginaire. Mais je pense que de réhabiliter cet état de doute est une espèce de posture de complexité qui perdure en fait, puis qui est réinvestie dans la ville d'une certaine façon, dans les lieux de la ville et qu'on retrouve quand on revient dans un lieu où cette chose a été vécue. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse d'un point de vue politique, je dirais. Merci, Julie. Je vais faire une petite remarque irrévérencieuse auprès des... Ah, excusez-moi, moi que vous ayez... Quelqu'un veut prendre la parole? Je vais faire une petite remarque irrévérencieuse à tous ces artistes qui sont de l'autre côté de l'Atlantique. Je pense que vous avez tous en tête, j'imagine, les travaux de Boltanski, de Luc Boltanski, ou ceux du géographe Nigel Swift, qui expliquent que finalement le capitalisme récupère tout, y compris les artistes qui les contestent le plus. Je pense qu'il est aussi capable de récupérer les silences. Donc, ça nous met quand même toujours un petit peu de distance face aux objets sur lesquels on travaille, me semble-t-il. Mais ce n'est pas une question, c'est, disons, une alerte pour avoir toujours, ne pas l'oublier, toujours se souvenir de cela, me semble-t-il, c'est important, pour ne pas être dupe. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres demandes de prise de parole? Il est 8h moins 5 à ma montre. À 8h, donc à 8h heure de Saint-Étienne. Donc ça doit être 8 moins 5, 3, à 3 heures de l'après-midi à Sao Paulo. Il y a des ateliers qui sont en train de s'organiser. Les gens se sont inscrits aux ateliers, ils ont tous reçu des liens. Donc, je vous invite, à ceux qui sont inscrits, à rejoindre l'atelier auquel vous souhaitez participer. Et de notre côté, nous, à Saint-Étienne, on va soit participer aux ateliers pour ceux qui se sont inscrits, soit prendre une petite pause, et puis en attendant d'aller manger dans 1 heure, je crois, 1 heure, 1 heure et demie. Voilà, merci à tous pour vos interventions. Merci vraiment pour la qualité de vos questions et de vos réponses. Et je vous dis à demain. À demain, à 13h, je crois, c'est ça. Ouais, c'est ça. On fait des mouvements. Ah, au revoir. Vous allez le revoir d'Isabelle. Bien, à demain.